Simon Pagenaud sweeps them at the May and wins his maiden Indy 500. Quand on remporte les 500 miles d'Indianapolis, c'est quand même la course la plus prestigieuse du monde, ou une des courses la plus prestigieuses du monde, parce que c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'était important. Vous partez un peu comme un boulet de canon. Tout à fait, oui, c'est vrai. Pendant, je sais pas, une centaine de tours, au moins, vous êtes leader. Il y a quand même, et là, donc comme la Formule 1, quand même de la stratégie, de la conso, mais c'était un peu risqué, non? Vous êtes emballé, c'était prévu comme ça, vous aviez décidé d'une stratégie? En fait, les 500 miles d'Indianapolis se déroulent vraiment sur 2 semaines. Donc on a 2 semaines d'essai, on a un week-end de qualification, puis la course. Et les 2 semaines d'essai sont tellement bien passées qu'on a évité de faire rouler trop la voiture pour ne pas user le moteur, puisqu'on doit utiliser le même moteur pendant les 2 semaines. Moins on utilise le moteur, plus on savait qu'on aurait de la performance. Donc c'est pour ça qu'on savait qu'on allait pouvoir faire la pole due à notre vitesse et l'équilibre de la voiture. Et c'est la première pole pour un Français depuis un siècle. Là, j'étais évidemment au 7e ciel, et puis une fierté énorme pour la France de réaliser un tel exploit. Faire la pole à Indianapolis, ça veut dire qu'on est l'homme le plus rapide du monde. Donc ça, c'était vraiment... c'est égocentrique, très franchement, mais pour un pilote, c'est très important. Donc j'ai été très très fier pour Team Penske également, puisqu'ils avaient fait un boulot fantastique pour me donner l'auto. Après, pour la course, c'est simple. La stratégie, on l'a faite en fonction des éditions précédentes. C'est-à-dire qu'on a regardé la météo, ils annonçaient de la pluie au 130e tour. Et la course, c'est 200 tours. Donc au 100e tour, s'il pleut, ils peuvent arrêter la course. 50% de distance, c'est nécessaire pour la victoire. Donc il y avait la menace de la pluie. Il y a le fait qu'en 2015, j'aurais dû gagner la course et que j'ai joué le jeu de l'économie d'essence, j'ai joué le jeu de la sécurité. Et malheureusement, en faisant ça, je suis tombé dans un mauvais rythme et j'ai cassé mon aileron sur un dépassement bête. Je ne voulais pas retomber dans les mêmes défauts. Le fait qu'en 2018, je pense que j'aurais pu gagner la course si j'avais été dans une meilleure position au moment de ravitailler. Donc j'ai voulu prendre les rênes. J'ai voulu faire une course d'attaque et j'ai négocié avec mes stratèges de les mettre dans la même dynamique. Je leur ai demandé de me suivre et je leur ai dit, écoutez, je veux faire une course d'attaque aujourd'hui, je veux prendre les rênes, je veux imposer mon rythme. Les autres nous suivront. Ils ont dit OK. Je leur ai expliqué pourquoi. Ils m'ont dit pas de problème, c'est toi qui gères. Donc je suis parti au taquet. La voiture était géniale. J'étais à la limite devant. C'était pas si simple. Ça paraissait simple, mais la voiture était réglée pour rouler dans le trafic en fait. Et ça, jusqu'au 100e tour, donc j'étais devant. J'ai mené. Et à un moment donné, en fait, il y a eu un problème. À la radio, on m'a dit, écoute Simon, on ne va pas gagner. Et j'ai dit, pardon? Et il me dit, tu consommes trop d'essence, la course est en train de virer vers Rossi. Et aux essais, je m'étais rendu compte que Rossi était le rival principal. Et là, quand ils m'ont dit ça, j'ai compris qu'il fallait changer de stratégie. Donc, je me suis abrité derrière Newgarden, mon coéquipier. J'ai coupé les turbos, j'ai dégradé le moteur en puissance au maximum, mais la voiture était tellement bonne que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais la voiture pour gagner, que c'était mon moment à saisir. Et les étoiles se sont alignées, les drapeaux jaunes sont tombés au bon moment, les arrêts au stand ont été tellement parfaits qu'on a eu les meilleurs arrêts au stand de toute la course. Sur les 8 arrêts, on a eu les 8 meilleurs arrêts. Tout était parfait, donc je pense que c'était ma journée tout simplement. Et puis après, sur les 15 derniers tours, au moment de la relance, c'est là où il a fallu utiliser un petit peu l'expérience, la tête et puis de l'attaque. En fait, j'ai essayé d'étudier un maximum ce que pouvait faire Rossi dans mon sillage. Il m'a passé à 3 tours de l'arrivée, ce qui était parfait pour gagner la course. Et puis j'ai utilisé la dernière carte que j'avais dans mon jeu, dans le dernière ligne droite, en cassant l'aspiration, comme peuvent le faire les pilotes de NASCAR ou les sprinteurs en vélo. Et c'est ainsi qu'on a pu remporter la victoire. Comment on fait pour garder la tête froide dans une... C'est pas comme quand on est devant et qu'on essaye de maintenir, c'est que là, c'est vraiment, ça n'arrête pas de se bagarrer. Donc à tout moment, vous pouvez perdre. Et oui, dans ma carrière, je me suis vite rendu compte que le mental avait une partie primordiale dans la performance. Et très honnêtement, c'est mon cerveau qui décide ce que font mes pieds et mes bras. Donc j'ai vite compris qu'il allait falloir travailler le mental. Je médite énormément.
Ça me permet d'atteindre un niveau de sérénité très élevé, de me concentrer à des niveaux que je souhaite atteindre. Et puis, j'ai également un coach qui m'aide au niveau mental encore une fois, pour diriger mon attention sur ce que je souhaite au moment où je le veux. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça nécessite une grosse discipline, mais ça fait partie de la préparation. Et puis après, j'étudie énormément, je suis quelqu'un qui est un gros travailleur sur les images, les vidéos. Je revisionne toutes les courses, j'en ai visionné des centaines et des centaines. Et j'avais préparé un petit peu une fin de course comme celle-ci, donc pour moi ça s'est déroulé comme je l'avais imaginé. Et dans les derniers tours, j'étais très serein parce que j'ai jamais douté. J'étais tout à fait en contrôle. Mais je dois dire que j'ai atteint un niveau de concentration que j'avais jamais atteint auparavant. Et je me sentais intouchable, sans faire n'importe quoi. Tout se déroulait à merveille. Donc encore une fois, les étoiles étaient alignées. Mais j'ai réussi à atteindre un niveau de concentration extrême. Et en plus, j'ai su le tenir sur la longueur. Donc voilà, pour moi, cette course, c'est la plus grande satisfaction, non pas pour la victoire, mais pour ma performance personnelle. Et le but, ça va être de répliquer ça. En fait, au départ, la décision de partir aux États-Unis, c'est moi qui m'assois à mon bureau et qui essaye d'avoir une vision sur les 5 prochaines années pour ma carrière. J'étais dans une dynamique où j'essayais de devenir professionnel. J'étais dans les formules de promotion Renault, que Renault m'a d'ailleurs énormément aidé dans ma carrière. Mais je suis arrivé à un point où je n'avais pas suffisamment de connexion pour la F1. Je n'étais pas dans une filière de développement et je ne voyais pas le futur très positif dans la filière F1 en fait. Et Sébastien Bourdet, à ce moment-là, aux États-Unis, c'était le roi. Et Sébastien m'a aidé en fait et m'a ouvert quelques portes. Et ces portes-là, je me suis vite rendu compte qu'elles s'ouvraient facilement quand on avait de la performance. Et je dois dire que le rêve américain était tout à fait possible et j'en avais l'impression que par le talent, on pouvait vraiment avoir des connexions. Et en fait, je l'ai joué un petit peu différemment là-bas où j'ai eu des performances, je me suis forcé à quasiment envahir un petit peu les patrons d'équipe et puis finalement, ça a marché. Et j'ai déplacé les montagnes de cette façon-là aux États-Unis. Et vous étiez bilingue en anglais ? Pas trop, hein, au début. Donc en arrivant aux États-Unis, malheureusement, le premier mois, je n'étais pas capable de tenir une conversation au téléphone. Donc il fallait que je me déplace en voiture, rencontrer la personne pour comprendre ce qu'on me disait. Donc j'ai vécu une période un peu difficile parce qu'en fait, je suis parti de France seul, complètement seul, dans un appartement, dans une ville que je ne connaissais pas, de 2 millions d'habitants, à Indianapolis. Et au fur et à mesure, j'ai appris la culture, j'ai appris l'anglais. D'accord. Et donc c'est Sébastien Bourdet qui vous a un petit peu... Vous le connaissiez avant ou vous l'avez contacté quand vous avez décidé de partir aux États-Unis ? Seb est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Mais ce n'était pas facile pour lui à l'époque parce qu'il était tellement sollicité que je ne sais pas trop pourquoi il a répondu plus favorablement à moi qu'à d'autres. À l'époque, Laurent Sénéchal, à la filière FFSA, nous a mis en relation et Patrick Bourdet, son père, à Seb, s'est lié d'amitié avec mon père et ils nous ont aidés tous les deux à me faire venir aux États-Unis. Et puis après, Seb m'a beaucoup aidé sur la vie de tous les jours aux États-Unis, sur comment se comporter, sur les circuits, des petits conseils ici à droite à gauche. Et puis rien que d'être à côté de lui, très franchement, ça m'a ouvert les portes. Et puis ça a vachement bien fonctionné parce que dès la première saison en Champ Car Atlantique, ça marche. Oui, alors je n'avais pas trop le choix, très honnêtement. Je m'étais donné un objectif qui était ma dernière chance. J'avais décidé que soit j'étais dans l'élite et j'allais y arriver, soit j'étais pas dans l'élite. Si j'avais fini deuxième, j'aurais certainement fait un autre métier. Et je suis arrivé aux États-Unis, je me suis donné à 100%. Je n'avais pas de distraction puisque je connaissais personne. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'entraîner physiquement, mentalement, comprendre la voiture, comprendre les ingénieurs, parler anglais. Donc tout ça, en fait, c'était un microcosmos, je dirais, qui m'a permis d'être à 100% dans la course et ça a marché. À la clé, une belle prime de 2 millions de dollars, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Et qui vous permet ensuite de franchir l'étape supérieure. Oui, alors à la prime, ensuite j'ai réussi, donc, grâce au titre de champion de Champ Car Atlantique,
les 2 millions de dollars qui m'ont été attribués étaient utilisés pour monter en Champ Car. Donc, ce n'est pas aller sur mon compte en banque, mais c'est bien aller en Champ Car pour que je devienne professionnel avec le même team Australia. Et donc, je me suis à ce moment-là commencé à me battre contre Sébastien, mais en tant que débutant. Donc, j'ai vécu une bonne année. Mais malheureusement, il y a eu un petit coup d'arrêt à la fin, puisque Champ Car s'est arrêté à la fin de cette saison-là. Et il a fallu revoir un petit peu le chemin. Donc je me suis retrouvé dans une situation très compliquée à ce moment-là où c'était un deuxième coup dur où je me suis demandé si en fait ça n'allait pas s'arrêter, très honnêtement. Donc il a fallu revoir un petit peu ma vision du futur, encore une fois sur les 5 prochaines années. Et il me semblait que à ce moment-là, l'endurance semblait être la bonne voie. Et puis on était dans une époque qui était en train de s'envoler avec Le Mans, Peugeot, Audi qui se battaient et Porsche qui était aux États-Unis contre Acura et Audi était présent aux États-Unis. C'était une discipline qui était en plein essor. Donc étonnamment, d'un seul coup, j'ai eu un coup de fil de Gilles de Ferrand qui était un de mes héros pour me prendre dans son équipe officielle Acura. Donc Acura, c'est la marque prestigieuse de Honda. Et c'était vraiment mon Yoda. J'étais son padawan et en même temps j'ai réussi à avoir une opportunité avec Peugeot au Mans, notamment grâce à Gilles qui m'a en fait mis sur l'avant de la scène. Donc j'étais coéquipier avec Sébastien. Alors la belle histoire continue avec Seb parce que des débuts avec lui où il m'ouvre les portes aux États-Unis, maintenant on s'est retrouvé coéquipier chez Peugeot. Je pense qu'il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je pense qu'il a forcé pour que ça se fasse auprès de Peugeot. Et j'ai retrouvé Serge Saunier, j'ai appris à connaître Bruno Famin avec qui on a des liens très soudés maintenant. Évidemment, Hugues de Chonac avait joué un gros rôle pour moi puisque c'est grâce à lui que je suis arrivé au Mans la première fois. Mais sacrée édition en 2011 où avec Seb on y a cru jusqu'au bout. Malheureusement, une crevaison nous a coûté la victoire. Tous les matins quand je me lève, j'y pense. Donc c'est dur de s'imaginer qu'aujourd'hui je pourrais avoir les 500 miles, les 24 heures du Mans. Et c'est pour ça qu'un jour je retenterai l'aventure. Pour l'instant, ma priorité c'est l'IndyCar. J'ai d'autres rêves, je me suis mis d'autres rêves, d'autres ambitions qui sont presque impossibles à réaliser. Mais je me suis fixé le rêve d'essayer d'être le recordman de la discipline. Donc il me faudrait 5 bagues comme celle-ci, donc 4 de plus. Ce qui est très prétentieux, mais pourquoi pas, si on s'en donne les moyens, ça peut arriver. Donc je ne sais pas de quoi le futur est fait, mais je vais essayer. Donc on va voir, et puis ensuite, quand j'en aurai fini avec l'IndyCar, ou quand le calendrier me le permettra, et surtout quand j'en aurai la bonne opportunité, je retenterai l'expérience au Mans. On vous a vu en Hongrie, vous aviez un peu l'air d'un enfant non pas qui découvrait, parce que je sais que vous suivez quand même un petit peu la Formule 1, mais qu'est-ce que vous avez ressenti sur la F1 justement ? Quelle différence ? Comment avez-vous ressenti l'accueil ? Parce qu'il y a quand même pas mal de gens que vous connaissez, je crois, dans le paddock. Comment avez-vous ressenti l'accueil ? Comment avez-vous perçu ça, la différence par rapport justement à l'ambiance aux États-Unis et aussi le mode de fonctionnement ? Déjà, c'était un honneur d'être accueilli par Renault F1 qui ils ont beaucoup fait pour ma carrière, en plus dans le passé, donc c'était un honneur d'y aller. Ils vous ont proposé un test On verra, peut-être, j'espère avoir un test un jour pour au moins essayer les voitures, voir ce que ça donne. Mais non, c'était un honneur d'y venir et j'ai été accueilli comme un roi. J'en revenais pas très honnêtement parce que, mais peut-être c'est ma faute, mais je m'attendais à un monde fermé. Parce que la F1 c'était quand même un monde très compliqué avec beaucoup d'heures de travail et beaucoup de concentration sur leur performance. Donc je ne m'imaginais pas qu'ils allaient être aussi réceptifs à ma venue, mais je me suis trompé complètement. J'ai été accueilli comme un roi. C'était vraiment super. J'ai pu aller chez Renault, McLaren où Gilles de Ferrand maintenant est en charge. J'ai un ami à moi qui est un de mes anciens ingénieurs chez Honda qui est maintenant responsable du programme Honda chez Red Bull. Donc j'ai pu voir des choses que je n'aurais pas dû voir, ce qui était génial. Mais c'est un milieu très différent en effet. Il y a des plus et des moins dans les deux. Mais c'était génial de pouvoir le voir. Et oui, j'ai peut-être une attitude un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'en fait, je vis
cette vie de pilote comme j'ai envie de le vivre. Je ne me donne pas de barrière, c'est-à-dire que je suis heureux et j'ai envie de le vivre à fond. J'ai la chance de vivre cette vie de rêve que j'ai toujours eue et je n'ai pas envie de cacher mes émotions et j'ai envie de les partager avec les gens. J'ai envie de leur montrer à quel point je suis heureux d'être là et ce que ça représente pour moi. Donc je suis peut-être un petit peu extravagant parfois, mais c'est ma façon de partager avec les gens. Et je dois dire que j'ai été fasciné par la technique et à quel point les F1 sont sophistiqués aujourd'hui. C'est moins ouvert aux fans, ça c'est certain, que ce que je vois en IndyCar où nous, on est accaparé par les supporters sur la grille de départ avec le casque. On est en train de signer des autographes avant de monter dans la voiture. C'est un milieu qui est très différent à ce niveau-là, mais les deux ont des avantages et des inconvénients. Cependant, je suis à fond dans l'IndyCar et personnellement, je suis redevable à l'IndyCar pour tout ce qu'ils ont fait pour ma carrière. Voilà, donc c'est ce qui se passe en ce moment.